Bouh. Eh ben, j'avais pas de drap blanc. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du cinéma de Steven Soderbergh avec Présence. Décrire le cinéma de Soderbergh, c'est assez compliqué tant c'est un touche-à-tout, autant en termes de genre que de technique. Que ce soit le biopic social avec Erin Brockovich, la comédie de casse avec la trilogie des Oceans qui est sans doute son œuvre la plus connue, le film choral anxiogène avec Contagion, la série B d'action avec Traqué, le thriller paranoïaque avec Effets secondaires, la science-fiction réflexive avec Solaris, ou plus récemment le huis clos tendu avec Kimi, qui est un des rares films à avoir bien utilisé la période du Covid. Non, vraiment difficile de donner une ligne claire sur ce qu'est la filmographie de Soderbergh. Et pour ma part, ça en fait un réalisateur intéressant, dont je vais suivre les projets, mais qui malgré tout ne m'a jamais touché. J'apprécie le côté expérimental, j'apprécie qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers, mais voilà, d'un point de vue un peu plus émotionnel, ça accroche pas. Et ce côté expérimental, on le retrouve d'ailleurs dans son dernier film, le sujet de cette vidéo, parlant de Présence. I never had anybody die. What's it like? Scary. The world cracks apart. You fall into this hole. You wonder where they are. And you wonder what it would be like if you were there too. Présence, c'est un synopsis assez simple. Un couple et leurs des enfants emménagent dans une nouvelle maison, et cette maison est hantée. Sauf qu'il y a un petit twist. En effet, cette fois, on ne vivra pas les événements du point de vue de la famille, mais du point de vue du fantôme lui-même. La caméra, ce sont ses yeux. Il me semble que c'est la deuxième fois que Soderbergh se frotte au cinéma de genre. Il l'avait déjà un peu fait avec Paranoia, que j'avais trouvé assez minable, notamment parce que c'était tourné à l'iPhone et que j'avais trouvé ça absolument dégueulasse. En revanche, il me semble que c'est la première fois qu'il s'attaque aussi frontalement au genre fantastique, preuve qu'il est encore une fois un touche-à-tout, et le fait avec une façon assez originale. Oui, mais voilà, si tu bases absolument tout ton film sur un procédé, t'as intérêt à ce qu'il soit en béton armé. Et en vrai, je trouve pas. Comme je le disais, la caméra est littéralement les yeux du fantôme. Donc ce qu'il voit, on le voit, et surtout, la caméra doit simuler les mouvements de cette présence. Ça fait qu'on va avoir des plans séquences assez longs. Plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on laisse tourner la caméra et qu'il n'y a aucun cut. Et on a une caméra qui est très fluide dans ses mouvements, donnant une impression d'une entité qui arrive à se mouvoir dans la maison plutôt que se déplacer. Sauf que moi, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que cette entité, donc ce fantôme, va éviter les tables. Il va contourner les meubles. Il va éviter les miroirs. Pourquoi ? Pour ce qui est d'éviter les meubles, ou je ne l'ai pas dit aussi de traverser les murs, vous allez me dire c'est du chipotage, c'est simplement la vision de Soderbergh du fantôme, c'est comme ça, point barre. Et dans l'absolu, c'est pas faux. C'est juste que vu que le début me donne cette impression de fluidité dans le mouvement, j'étais persuadé qu'on serait avec un fantôme un peu plus lambda, et pas avec plutôt une sensation d'être dans le regard d'une personne qui est juste sur un autre plan astral. Et ça crée une petite contradiction, mais bon, vous allez voir, c'est pas la plus grosse. Et pour ce qui est du miroir, il y a dans le salon un grand miroir face auquel les personnages vont venir à plusieurs reprises parler, et la caméra va toujours se positionner de façon à ce qu'on voit leur reflet, de façon à voir leur visage, etc., mais de telle façon aussi qu'on ne puisse pas la voir, elle ne puisse pas être dans le reflet elle aussi. Et ça donne un peu cette impression que l'on veut cacher le caméraman, parce qu'on sait qu'il y a un caméraman. Et ceux qui ont vu le film, je sais ce que vous allez dire, je sais ce que vous allez me mettre en commentaire, qu'il y a une raison à ça, mais non, ça ne marche pas. Parce que 2 secondes après qu'on ait donné une raison au fait de ne pas se mettre devant le miroir, on explique qu'en fait, il n'y avait pas besoin de se cacher. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais non, ça ne fonctionne pas. Mais ok, comme je disais, les meubles, le miroir, ça peut être du chipotage, etc., je l'accepte. Malgré tout, ça donne un petit côté artificiel qui est renforcé par tout le reste de la mise en scène. On peut remercier l'entité d'être un réalisateur dans l'âme parce qu'il sait toujours se placer là où il faut et bien positionner ses personnages dans le cadre. Il y a un côté trop propre, trop fabriqué dans les plans. Lorsque je vois ces plans, je ne me dis pas que j'assiste à ces événements par la vision d'une personne, mais clairement par la vision d'une caméra. Et c'est déjà visible avec des plans fixes, mais dès lors qu'il y a du mouvement, c'est d'autant plus flagrant. Pour vous donner une idée, on va faire un petit exercice d'imagination si vous voulez bien. Imaginez que vous êtes à une table avec 2 amis, chacun de part et d'autre de vous.
Vous, vous êtes silencieux et vous écoutez leur conversation. Bon, normalement, votre regard devrait faire ça. La personne la parle, je la regarde, la personne la parle, je la regarde, et donc vous allez faire le ping-pong entre les deux. Jusque-là, ça a du sens. Et éventuellement, vous allez guetter la personne qui ne parle pas pour guetter ses réactions, mais bon, on va faire basique. Une autre possibilité, c'est que vous vous mettiez suffisamment en arrière pour avoir les deux personnes dans le même cadre, donc dans votre champ de vision, et que vous puissiez les regarder en même temps. La présence, lorsque elle écoute une conversation, elle va se concentrer sur un personnage, elle va laisser dérouler la conversation, l'autre parle toujours, donc ça ne lui vient jamais le réflexe de regarder, puis on arrive à une réflexion qui va être un peu violente, un petit pic, temps de pause, on pivote doucement vers la seconde personne. C'est un procédé de mise en scène, c'est pas comme ça que fonctionne quelqu'un qui regarde une conversation. Et là, je vous parle de ce cas-là, mais il va y avoir d'autres fois où carrément l'entité, elle va faire ça. Je me concentre sur la personne qui discute, encore une fois, et pour passer à la personne qui est juste là, elle va faire ça. Encore une fois, ça n'a pas de sens. D'un point de vue mise en scène, c'est très joli. Les travelling sont très beaux, ils sont très fluides, les cadres sont bien construits, etc. J'ai absolument rien contre ça. Mais encore une fois, tout le procédé repose sur le fait que je suis l'histoire à travers les yeux de quelqu'un. Et ça, je n'y crois jamais. Et donc à ce moment-là, ma suspension d'incrédulité, elle s'effondre. Je ne demandais pas une mise en scène absolument immonde et une technique à la ramasse. Je demandais juste à ce que la mise en scène soit un peu plus cohérente avec la volonté du scénario. Là, je sens trop la présence de Soderbergh en permanence, et donc je vois davantage le côté artificiel de l'œuvre. Mais ce côté artificiel, on ne le trouve pas que dans la mise en scène. On le retrouve aussi dans le scénario. L'idée, c'est que cette entité va assister à la vie de cette famille sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et on voit comment ce cocon familial est en train d'imploser. Les enfants qui se déchirent, les parents qui se déchirent, la mère qui a des problèmes d'alcool, ils ont l'air d'avoir des problèmes d'argent. Bref, c'est franchement pas la forme. Mais malgré tout, le film va mettre en place tout le long cette petite question de qui est l'entité, qu'est-ce qu'elle fait là, quel est son but. D'ailleurs, vu que le film est assez restreint, en termes de nombre de personnages, en termes de lieux, on ne va pas quitter la maison, et même en termes de durée, vu qu'il ne fait que 1h25, ça fait qu'on devine assez vite vers où le film veut aller. Sauf que pour y aller, tout comme je sens la patte du réalisateur sur la forme du film, je sens vraiment la patte du scénariste sur le fond. Je vais essayer d'en révéler le moins possible, mais n'hésitez pas à passer cette partie si vous ne voulez pas être spoilé. Dans la bande-annonce, on nous montre clairement que l'entité a la capacité d'agir sur le décor, de faire trembler des objets, et le film va très vite nous montrer de façon qu'elle a la capacité également d'interagir avec. Et il va se passer un événement où l'entité va se sentir obligée d'agir. Bon, on comprend pourquoi est-ce qu'elle agit et de cette façon, c'est tout à fait normal. Sauf que plus tard dans le scénario, l'exacte même action va être accomplie, et là l'entité ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le scénario aille exactement vers la fin attendue par le scénariste et Soderbergh. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait vraiment forcé. Encore une fois, ça fait artificiel. Et au final, les thématiques, ce que nous raconte le film, c'est même pas d'une si grande profondeur que ça. Donc au final, vraiment très mitigé par ce présence. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais c'est clairement pas un film qui m'a plu. À partir du moment où de toute façon toutes les bases de ton film sont branlantes, pour moi c'est pas que c'est vraiment réussi. Je pense qu'en réalité, la raison pour laquelle ce film ne m'a pas à ce point agacé, c'est justement parce que c'est un film extrêmement court. J'ai pas le temps de m'énerver et de m'ennuyer que le film est terminé. Il aurait duré 1h45, 2h, je pense que pour le coup ma critique aurait été beaucoup plus sévère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt. On n'oublie pas, on like, on partage, on commente. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma, regardez des films. Bye!